Et ben voilà. Eh ben, c'est parti. Popcorn Bucket numéro 13, je crois. Ah bah c'est C'est un signe qui porte chance. Bah ouais, j'espère. On attaque direct. Donc, je commence. Ah bah c'est ton tour. Alors, malheureusement, je voulais vous en parler il y a une semaine, parce que je l'ai vu le jour de sa sortie. Ouais. J'y suis allé, je ne sais pas ce que je vais voir. Okay. Et je vois alors, transgenre confondu, pas transgenre, mais voilà, tout genre confondu, c'est le meilleur film que j'ai vu de l'année. Obsession. Que dire de ce film ? C'est un film un peu d'horreur. Ouais. Mais il n'y a pas beaucoup de body gore, il n'y a pas beaucoup de jump scares. Ouais. Mais ceux qui sont faits, ils sont extrêmement bien faits. D'accord. Et donc, c'est vachement psychologique. Un peu à la Shining aussi, tu vois, ça monte. C'est un espèce de film, un thriller horrifique, mais qui mixerait un peu tous les genres. D'accord. De manière ultra fine. Je sors du film, je me dis, ce film est dément. Donc je me dis, parce que j'y suis allé encore une fois, sans rien me dire, je dis, mais qui a fait ce film ? Qui ? Et bah, je tombe sur une équipe technique et artistique, je ne connais personne. C'est-à-dire que le réal, c'est Curry Barker. Il faisait des vidéos visiblement sur YouTube, comme nous. Alors déjà un peu fictionné, mais et un peu dans l'humour. Ok. Donc rien à voir. Rien à voir. Il a fait ce qu'on appelle à tort, puisque ça n'existe pas, un moyen métrage, c'est-à-dire un film d'une 50aine de minutes, parce qu'il n'y a que court et long métrage, hein, et c'est du métrage. C'est-à-dire que si ton film il fait moins d'1 kilomètre, c'est-à-dire à peu près 30 minutes, c'est un court, et s'il fait plus, ouais, voilà. Bah, c'est un long. C'est un long. Après, il y a eu une nouvelle définition du long métrage, c'était 8 bobines. Et 8 bobines, c'est un peu plus d'une heure 20. Mais voilà, le moyen métrage n'existe pas. Mais bref, c'est un moyen métrage. Et là, il arrive avec son premier long, avec à la distribution Michael Johnson the Third, le troisième. Indy Navarrete est là, découverte, c'est l'actrice qui est un peu le personnage principal, un peu flippant du film. Qui est top. C'est surréaliste, comment elle joue. Mais il y a même... Alors après, c'est beaucoup, je pense, la direction d'acteur et la mise en scène. C'est-à-dire que tu vois que... Donc le mec a 26 ans, 26 years old. Pour faire un film comme ça me rappelle des Richard Kelly, des Soderbergh, enfin tu vois, vendre un truc aussi maîtrisé. Un génie. Alors, c'est un génie où je pense qu'il a énormément travaillé et que donc ça donne un film. Voilà. Alors, j'ai pas envie de vous en parler beaucoup plus pour pas vous le spoiler, il faut aller le voir. Mais il y a des scènes où il se passe rien. J'ai les poils entre parents. C'est juste la meuf, elle se balade dans la baraque, tu vois. Ouais. Là, et c'est une histoire d'amour. Juste pour spoiler, au tout début du film, en fait, c'est un mec. L'acteur aussi est chambé parce que pendant tout le film, t'as envie de lui mettre des coups de pied au cul. Le mec est apathique, c'est insupportable. Et en gros, au début du film, il est fou amoureux d'une nana, tu vois, et il tombe sur un objet où il a le droit de faire un vœu. Un souhait. Et son souhait, et les mots ont toujours une importance. Son souhait, c'est que cette fille tombe folle amoureuse de lui. Et là, c'est le biais. Faut dire, je veux qu'elle tombe amoureuse de moi. Parce que folle amoureuse, ça va donner quelque chose d'un petit peu particulier. Donc voilà, Obsession, c'est sorti mercredi dernier. Curry Barker, on va en entendre parler. Et d'ailleurs, grâce à Thomas de Culture Geek, je sais qu'on va en entendre parler parce que visiblement, on vient de lui confier la saga Massacre à la tronçonneuse. Donc ça va être le prochain réal du prochain opus de Massacre. Bref, on va en entendre parler de ce mec. S'il continue à travailler autant, parce que je pense qu'il a énormément travaillé de manière peut-être obsessionnelle, eh ben, il va réussir ce garçon, c'est sûr. Eh ben écoute, ça a l'air bien. Ouais, ça a l'air très très... Enfin, c'est pas que ça a l'air, c'est très bien. Très bien. Ouais. Moi, je vous parle d'un nouveau trailer, Cape Fear, qui sort le 5 juin sur Apple TV. Cape Fear. Ouais, tiré d'un roman de John D. MacDonald et déjà adapté par deux fois au cinéma.
Moi, je me souviens en 62, des nerfs à vif en 91, voilà, c'est ça. avec Bob De Niro. 62 pour le premier, 91 donc pour le second. On se souvient. Il y avait Nick Nolte, Jessica Lange. Ouais. On se souvient surtout de la deuxième version, bien sûr, avec De Niro, qui était dans sa meilleure forme physique. Il avait atteint un niveau de musculature de ouf, hors norme, avec des tatouages de malade. Je me souviens vraiment, très c'est bien. un perso qui il était beau en plus. Un perso extrêmement charismatique. Putain, hyper charismatique, il faisait flipper sa mère. Et puis c'était quand même Martin Scorsese, God, à la réal. Donc là, pour ceux qui n'ont pas vu les films, ça se concentre, et qui n'ont pas lu le livre, bien sûr, ça se concentre sur la famille Bowden, dont les deux parents sont avocats, et qui voient leur vie basculer quand un tueur qu'ils ont contribué à mettre en prison en sort, et qu'il est bien décidé à se venger. Au casting, donc qui reprend le rôle de De Niro, c'est Javier Bardem. Ouais, voilà. ouais. Là, ça va être incroyable. Il a la gueule. Bah ouais, enfin, moi, j'ai la référence de 91, certainement toi, parce que on l'a vu au cinéma, nous, et ça, c'était je me souviens, moi, vraiment, c'était un film que j'avais adoré, mais bon, j'étais jeune, en 91, j'avais 14 ans. Mais effectivement, je vois bien Javier Bardem. Dans le trailer, il est flippant as fuck, comme il peut l'être, comme il a été en méchant de James Bond. Là, il fait vraiment peur. Donc les deux protagonistes vont être joués par Patrick Wilson. C'était le héros de The Watchmen. On ne voit pas assez, je trouve. C'est un très bon acteur. Et Amy Adams, l'héroïne de Premier Contact. Moi, que j'avais adoré dans Premier Contact. Donc la production, elle, est assurée par Spielberg et Scorsese. Putain. Scorsese, il a un truc, parce que t'as appris aussi Scorsese. Il fait quoi ? Il double un perso dans Mandalorian. Et oui, tout à fait. Exactement. Il arrête pas. J'adore. Vraiment, j'adore. Donc moi, je vous conseille d'aller voir le trailer. Vous verrez, rien que pour la gueule de Bardem dans le rôle, il est flippant, un sourire qui terrorise. Voilà pour ce premier trailer, cette première jet de ma part. Je te laisse la parole. Donc, je vais rappeler juste qu'on est le mardi 19 mai. Ouais. Et donc, je sors, et quand je dis je sors, c'est vraiment maintenant, de la séance du Diable s'habille en Prada 2. Le retour. Et alors, c'est un vrai retour parce qu'on a repris tout le monde. C'est-à-dire que c'est le même réal, David Frankel. Ouais. C'est la même scénariste, Aline Brosh-McKinney. Ouais. Et le même casting avec effectivement Meryl Streep, Anna Thaoué, Emily Blunt, Stanley Tucci qui était le perso préféré du 1, etc. Et après, on change un peu. Ils ont rajouté Kenneth Branagh. Voilà. Bon. Donc, je vais voir le film. Je vous avouerai que je n'en attendais absolument rien. C'est-à-dire que déjà, le premier, j'avais bien aimé, mais c'était quand même... Alors, attention, #sexisme, mais je trouvais que c'était vraiment un truc qui était plus adressé aux meufs. Moi, c'est vrai que je trouve qu'il y a plus de nanas qui sont sur la mode que les mecs. C'est vrai. Et surtout, quand on parle de pompe et de sac à main... les magazines féminins s'adressent aux femmes d'abord, pas aux hommes. Donc, le 2... T'as exactement, en tout cas quasiment la même liste technique et presque la même liste artistique. Ouais. Donc j'y vais et je tombe sur une bouse internationale. Alors je sais que je vais, parce que c'est pas une bouse, mais en fait, si tu veux, le film reprend déjà quasiment la même structure. C'est-à-dire que finalement, au fur et à mesure du film, les personnages, dans leur traitement, tu te rends compte qu'ils n'ont pas beaucoup évolué, alors qu'on fait croire qu'ils ont évolué. La deuxième chose, c'est que le scénario lance plein de pistes. Parce que donc, le film a 20 ans de plus que le premier opus. Oui. Donc tu te dis, c'est quand même, tout ce monde-là a changé. La mode a changé avec la fast fashion. La presse a changé parce que elle ne marche plus, la presse, et donc elle a dû se reconvertir dans le numérique. Les rapports hommes-femmes et la puissance des femmes en 20 ans a également énormément changé, même si ça traitait déjà de ça via cette caricature d'Anna Wintour. Et donc on se retrouve 20 ans après. Et il n'arrête pas donc de lancer des trucs en disant oui, la presse a changé, mais il développe rien.
Oui, la mode a changé, mais ils développent rien. Oui, avant, c'était les stars de cinéma et les mannequins qui influençaient, et que maintenant, c'est les influenceuses. Tu vois bien qu'il essaye de le dire, mais il ne développe peut pas. rien. Et tout est comme ça, jusqu'à la fin des 2 heures, où il n'a rien développé. C'est-à-dire qu'en fait, le film ne sert à rien. Et dans sa structure, en plus, ça se voit dès le premier plan. Alors, j'ai pas revu avant ce que je fais d'habitude, le 1, mais le premier plan, je suis presque sûr, c'est quasiment le même premier plan du 1. Du un. Et que finalement, toute la structure du film, c'est la même. C'est calqué. Voilà. Alors, la grande messe de la mode, alors c'est pas à Paris, c'est à Milan. Tu vois, petit changement comme ça, mais ça reste le même film. Donc, c'est un film. Moi, je conseillerais plutôt d'aller voir le premier. C'est la même chose. Same but different. C'est la même chose. C'est pareil. Et j'ai, comme je fais souvent, appelé ma sœur et ma mère. Parce que ma sœur et ma mère étaient fans du premier et elles ont été se faire la séance dimanche dernier, toutes les deux, entre meufs. Et ben, elles ont, voilà, c'est le même constat, quoi. C'est-à-dire que ça leur a fait plaisir de revoir Meryl Streep, Anna Thabouet, etc., etc. Mais en fait, c'est insipide. Et c'est exactement ce pourquoi les gens qui vont beaucoup au cinéma, ou même tout le monde d'ailleurs, on est toujours inquiet sur les suites. C'est rarement bon, quoi. Ouais. Je veux dire, Ouais, c'est il y vrai. a l'exception Retour vers le futur, il y a des trucs comme ça, mais sinon, et là, vraiment, tu te dis juste, on fait le même film, on remet une pièce pour les jeunes générations, en espérant que ça marche. Ben non, en fait, Ouais, ça suffit bon. pas à faire un film. On capitalise sur le succès du premier pour que les anciens retournent au cinéma. Exactement. Mais ça, voilà. Alors, c'est vrai que... Alors, j'avais mon téléphone, mais comme il sert à filmer, je peux pas te le dire, j'avais pris des notes, et à la fin de la foire, j'ai pris qu'une seule note. C'est effectivement la première fois où je revois Miranda, c'est-à-dire Meryl Streep, qui sort d'une bagnole, j'ai les poils. Je me dis, ça y est, ce perso, qui est vraiment incroyable et horrible et tout ça, revient. Et puis ça a retombé aussitôt. Voilà pour Yes. donc Le Diable s'habille en Prada 2. N'y allez pas. Eh ben, il n'y a qu'un pas entre Meryl Streep, teaser, deuxième teaser pour moi, Life, Larry and the Pursuit of Unhappiness, le 26 juin sur HBO. Alors, Déjà la HBO. nouvelle série de Larry David, avec Larry Larry David, donc créateur pour les plus anciens d'entre nous de Seinfeld, qui est probablement la meilleure sitcom d'humour ever. Ouais, tout à fait. Une écriture hyper ancrée dans le réel. Donc là, la série avec Larry David dans le rôle principal, qui joue le rôle de Larry David. Il avait déjà fait ça dans une série qui est inconnue au bataillon, à part par tous les stand-uppers, Exactement. qui s'appelait Curb Your Enthusiasm. Exactement, et où il jouait déjà son propre rôle. Et tu parles à des Shabbat, des machins. Tout le monde connaît cette série. C'est une bible. Voilà, c'est ça. Parce qu'en fait, c'est un mec qui a tellement d'argent que maintenant, il se fait que des kiffs. Grâce à Seinfeld. Exactement. Et qui se permet, en fait, de continuer de faire son boulot, mais de façon complètement dilettante, en faisant des séries. Exactement. En faisant ce qu'il veut. Exactement ce qu'il veut, parce que du coup, dans l'argent... Ouais. Et les rôles qu'il joue, en fait, c'est vraiment lui. Il en a rien à foutre de tout, quoi. Il peut se permettre d'en avoir rien à foutre. La série... Mais d'ailleurs, le rôle de Seinfeld était celui de Seinfeld, mais... Oui. Très marqué par celui de injecté par Larry David de manière absolue, quoi. Exactement. Donc la série est produite par Larry David. Il fait tout. Ça m'étonne. Par Jeff Sheffer et la boîte des Obama, Higher Ground. Des Obama, ouais. Le président et sa femme. Michel et Barack. Ouais. C'est marrant que Barack est une maison de production. Barack, maison, c'est drôle. Ouais. C'est la baraque de production d'Obama. C'est ça. Le trailer, il vaut le détour parce qu'il y a Obama dans le trailer. Obama qui fait un discours et qui commence une discussion improbable avec Larry David qui débarque pendant son discours. Pendant le discours. C'est très drôle. Donc, c'est à voir. Alors, il commence à être très vieux, Larry David. Oui. Mais bon,
Je crois à sa force comique, toujours. Ah non, mais il est très très fort dans les situations de comédie, de ce qui peut se passer tous les jours, d'anecdotique. Ouais. Il arrive à en tirer la comédie une puissance quotidienne. géniale. C'est génial. C'est génial. Moi, je pense que c'est encore un 10 sur 10 de la part de David sur cette série. Je vous invite à aller voir le trailer, à vous faire une opinion, puis ensuite de regarder la série. Après, il y a deux possibilités. La première, qui est la plus crédible, c'est que de toute façon, comme effectivement, lui, Jerry Seinfeld, ils ont tellement gagné d'argent avec cette série qu'il n'a plus aucun enjeu financier, et que s'il y retourne, c'est pour faire quelque chose de bien. C'est-à-dire que tu niques pas ta propre légende juste pour $1 million de plus, sachant qu'on a 150, tu vois. Ouais. Ok, c'est bon. C'est bon pour moi, je te laisse la parole. Et un film dont je voulais vous parler, malheureusement, parce qu'en fait, et Morgane le sait, j'ai eu un déclic dans ma tête. Donc, je vais vous parler de Good Fortune, d'Aziz Ansari, qui est un comique indien, qui signe là, si je ne me trompe, son premier long-métrage, qui est pas très long, c'est 1h40, 1h45, je sais plus. Enfin, c'est marqué 1h39, mais il se trompe toujours à l'Allociné. Donc. Et donc, avec Aziz Ansari, le réal, Seth Rogen et notre ami, mon chouchou, Keanu Reeves. Donc, sans spoiler, Good Fortune raconte l'histoire de l'ange Gabriel, interprété par Keanu Reeves, et il est donc membre d'une espèce de groupe d'anges à Los Angeles, et où il y a des gradations. C'est-à-dire qu'il y a des gens, vraiment, ils s'occupent des gens qui veulent se suicider, par exemple, tu vois. Et lui est en charge du text and driving. C'est-à-dire que... Ceux qui mettent, qui vont se prendre un accident, et lui, comme il est ange gardien, il te pose la main sur l'épaule, tu relèves le nez, t'écrases la pédale de frein et t'évites l'accident. Ouais, sympa. Sauf qu'il tombe pendant ces opérations de text and driving sur un type qui galère de ouf, qui est donc joué par Aziz Ansari, et il aimerait bien l'aider. Voilà. Sauf qu'il n'a pas les compétences, il n'a pas le grade pour finalement inspirer des gens, faire en sorte qu'ils aillent mieux, et parce qu'il voit bien que le personnage joué par Aziz, il est un peu au bout du rôle, quoi, tu vois, parce que sa vie est très dure, quand même. Tu vois, il a que des merdes. Tu vois, c'est comme ça va en escadrille. Lui, il a 2 escadrilles de merde en permanence au-dessus de la tête. Et donc, voilà, et bien évidemment, comme c'est Aziz Ansari, ça va partir en humour, c'est que bien évidemment, à chaque fois qu'il va vouloir l'aider, ça va pas bien se passer, il va faire un peu que de la merde, etc., etc. Bref, le film est raté. Mais il essaye de pas l'être. Et j'ai eu un flash. Donc, pour ceux qui veulent le voir, de toute façon, c'est à la télé. Ça passe sur quoi ? Je crois que c'est du Netflix encore, je sais pas du tout. C'est pas un HBO ? C'est un HBO. Malheureusement. HBO Max. HBO Max, c'est marqué en énorme. Le mec c'est un HBO Max, donc bon, voilà, tu sais que pour moi, c'est un gage d'énorme qualité. Ouais. Mais j'ai compris un truc. C'est que, mais alors attention, dans les commentaires, ça va. Je pense que Keanu Reeves est un mauvais comédien. Voilà. Ouais. C'est une personne que j'adore parce qu'on a l'habitude d'être alimenté depuis, et surtout les réseaux, sur finalement sa vie autour et en dehors des tournages, où le mec, en fait, tous les gens le disent. Le mec est un ange. Le mec est un ange. Il est exceptionnel de bonté, de gentillesse, de générosité, etc., etc. Mais j'ai remarqué, parce qu'on avait parlé d'un film précédent avec lui, qui s'appelait Chantage, film de Jonah Hill, et ben en fait, je suis vraiment désolé parce que j'ai l'impression d'être un perdreau de l'année, si tu veux. Mais je me suis rendu compte qu'en fait, depuis Matrix, le mec joue exactement de la même façon tout le temps. C'est-à-dire un type un peu hébété. Un peu perdu, ouais. Un peu perdu dans les situations. Alors, dans Chantage, c'était déjà le cas, où s'il n'était pas entouré par ses 2 copains, Jonah Hill et Cameron Diaz, c'était la merde. Et là, c'est pareil. Il est à l'ouest, quoi. Et il joue toujours avec ce regard perdu, etc., etc. Est-ce qu'il secoue ses cheveux comme ça ? Un peu. Alors, on pourrait dire que dans les 2 films, le Chantage et Good Fortune, ça donne quelque chose un peu. Parce que le rôle, effectivement, c'est des rôles de gens qui sont un peu hébétés par les situations qu'ils traversent. Même si, dans Good Fortune, c'est plus ou moins lui qui les provoque.
Ah bah, du coup, il ne joue pas. En fait, s'il est lui-même. Ben non, il joue pas, quoi, tu vois. Il joue pas. Et en fait, après, j'en finirai. Je me suis fait la réflexion, mais la dernière fois que je l'ai vu jouer, c'était quand? Et je te l'ai dit, je me dis, mais je crois que c'est Point Break, en fait. Ouais, Où il ça avait montre, plusieurs visages, quoi. Ouais. Tu vois. Mais depuis, non. Donc en fait, je suis amoureux de ce mec, mais du mec, Mais pas de dans l'acteur. toute mon hétérosexualité. Mais finalement, l'acteur, je crois que comme je l'aime, j'irai toujours voir ses films, surtout quand c'est sur HBO dans mon canapé. Mais voilà, donc donc lui, bon bah il fait ce qu'il fait d'habitude. Le film aurait pu être super réussi, il est pas loin d'être réussi. Seth Rogen, on le connaît, il est bon, voilà. Mais c'est juste, hein. Et d'ailleurs, je viens de voir la note des spectateurs, c'est 2,8. 2,8, c'est quand même Faible. Ouais, c'est faiblard et je suis pas loin d'être d'accord. Donc voilà, Good Fortune, faut être fan de Kenu, de ouf. Et c'est dommage un tout petit peu parce que effectivement, tu sens qu'Aziz Ansari, il a quelque chose. Il a envie de faire un truc. Il a un truc, sauf que je trouve par exemple, il a une histoire d'amour avec une nana. Et qui est un peu une nana paumée. Donc, bien évidemment, que Gabriel Kinu va essayer de les mettre dans des bonnes conditions. Mais pareil, je trouve que le casting de la meuf, il est hyper mal choisi. Tu crois pas une fraction de seconde à la potentialité de ce couple. Enfin bref, il y a plein de petits trucs comme ça où tu te demandes. Alors après, c'est comme les gens qui savent un peu comment ça fonctionne. Ça se trouve, cette meuf, fallait la prendre pour telle ou telle raison. Mais voilà, moi j'aurais. Il y a des problèmes de casting, il y a des problèmes de scénario, il y a des problèmes de Keanu Reeves. Et c'est dommage. Ok. Moi, je vais terminer par le dernier trailer et ça m'a fait un petit truc. Je vais vous parler de La Petite Maison dans la Prairie, le reboot. Voilà, qui sort le 9 juillet sur Netflix. Donc, c'est le reboot de. Merde. Quoi ? Alors, moi, je suis désolé, mais tout ce que je vois passer sur Netflix et tout ça, c'est. Non, mais ça n'a pas l'air ouf, trop, mais j'en parle pas pour ça. C'est trop Netflix, en fait. C'est ça qui me saoule. Donc là, c'est un reboot de la série de 74 qui a été portée à l'écran à l'époque par Michael London. Ah, le fameux Michael London. C'est le titre également donc, d'une série de romans écrits par Laura Ingalls. Donc le personnage qui joue dans le film, en fait, c'est elle qui a écrit le film. Enfin, c'est génial. Qui racontait la vie de sa famille de pionniers qui s'installait à Walnut Grove. Dans le Minnesota au 19e siècle. À l'époque, il y a eu beaucoup de coupage de bois. Durant 205 épisodes, parce que le Michael London, il tâtait de la hache. Combien de fois il a refait la grange? Ah ben, c'est énorme. Moi, je me demande combien de forêts abattues pendant ces nombreuses saisons de série. Dans ce reboot, on aura le droit à une version plus actuelle de l'histoire, hein, c'est ce qui est promis, des trucs qui vont toucher plus à notre réalité, moins au 19e siècle. Ça, tu vois, ça pas. Alors, excuse-moi de te couper, mais ça, je trouve ça ridicule. Mais complètement. C'est-à-dire d'où tu mets du 21e siècle dans le 19e. C'est insensé. Donc, on aura Laura Ingalls interprétée, donc la narratrice aussi, et l'actrice principale de la série, interprétée par Alice Halsey. Alors que tout le monde était amoureux de Marie Ingalls. Tout à fait. J'en parlais après. Alice Halsey, c'est un personnage récurrent d'un soap américain. Donc, c'est une actrice qui est assez connue aux États-Unis, mais qu'on ne connaît pas du tout en France. On aura Charles, qui sera interprété par Luc Brasset, habitué des seconds rôles au cinéma et sur les séries de plateforme que personne ne connaît. Ouais, et je ne sais pas comment on remplace. On ne remplace pas Michael London. Non, mais de toute façon, on ne remplace pas La Petite Maison dans la Prairie. Le chapeau, le sourire, les cheveux un peu longs. Caroline sera interprétée par Crosby Fitzgerald, habitué des seconds rôles également. Et enfin, Marie, qui sera interprétée par Skywalker Hughes. Elle est jolie ou pas? Ouais, elle est jolie, mais encore des seconds rôles. Désolé pour les meufs, mais Marie Ingalls avait quand même ce truc-là, et qui était encore plus dingue, puisqu'à un moment donné, dans mon souvenir, elle devient aveugle. Oui, bah complètement, avec des yeux bleus vitreux. Oh là 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 là. Donc que des nouveaux venus dans les rôles principaux de cette série. On n'allait pas reprendre les originaux. Non, mais bon, il n'y a aucune tête d'affiche, il n'y a personne de connu. On recommence à zéro. Alors, j'en parle pas parce que ça a l'air stylé. J'en parle parce que cette série, c'est un monument de la télévision américaine et de la télévision mondiale. Ouais. C'est un nombre de On a tous, je pense qu'il y a au moins 1 milliard de personnes qui ont fait le générique. Ah oui. Un jour où ils étaient sur une petite pente herbeuse. Ouais, de se péter la gueule. Non, c'est clair. C'est obligé. Des rediffusions perpétuelles qui ont fait le bonheur de programmateurs comme M6, qui a rediffusé ça, je pense, pendant 30 ans. Il y avait des épisodes tous les jours à la télé.
Est-ce que cette ressucée fera le même parcours que la première série? J'en doute fortement. J'en doute aussi. Et anecdote, dans le trailer, il n'y a pas une bûche de coupée. Ah, Pas une seule. c'est peut-être en termes de RSE que qu'à un moment donné, ils se sont dit, les arbres, on va Arrêtez de couper des arbres. arrêter de couper des arbres, quoi. Voilà les amis, merci encore pour Merci. tous les abonnements, toutes les vues. Des J'espère que pouces ça va et des abonnements. continuer. On rush encore les 1000. Donc en gros, là, il va manquer 300 et quelques. N'hésitez pas à parler de la chaîne si vous l'aimez à vos proches. Comme ça, ils font un petit pouce. Faites tourner. Un petit abo, quoi. Et on se revoit très très vite sur J'ai regardé pour toi. Ciao. Best around.